ファミリー企業につきまして、フランス側から、マルセイユビジネススクールのキャティア・リショーム・ユエ先生よりプレゼンテーションを賜りたいと思います。Bien, bonjour à tous. Je tiens également à remercier le professeur Cameil de son invitation. Et je suis ravie de présenter à nouveau mes travaux dans cette école, cette université prestigieuse. Je vais vous parler, vous l'avez deviné, des entreprises familiales et plus particulièrement des PME familiales. Alors pourquoi je me suis intéressée à ce sujet? Bien tout simplement parce que lorsque j'ai entamé mes travaux de doctorat, j'ai travaillé sur les entreprises artisanales. Et lorsqu'on travaille sur les entreprises artisanales, on travaille très souvent sur les entreprises de très petite taille. Et on s'aperçoit très vite que ces entreprises de très petite taille, il n'y a pas qu'une seule personne au niveau d'une famille, mais il y a bien le créateur, son conjoint ou sa conjointe et ses enfants qui viennent donner des coups de main. Et que finalement, même si on n'est pas dans une définition théorique de l'entreprise familiale, de fait, en pratique, on est bien sur une famille en affaires. Donc à partir de cette constatation, je me suis interrogée sur l'aspect familial des entreprises et puis sur la difficulté du deuxième stade, après la création, qui est celui de la transmission. Une entreprise ne peut être familiale que si elle est transmise à des membres de la famille. Sinon, elle ne restera qu'une entreprise classique, personnelle, voire ensuite un groupe, mais qui n'appartiendra qu'à des actionnaires qui n'ont aucun lien de parenté. Les entreprises familiales ont, au niveau du monde économique, au niveau du monde politique, une perception très paradoxale. Chaque fois qu'on se trouve en situation de crise, en situation de croissance, alors les entreprises familiales sont des organisations désuètes. C'est un capitalisme obsolète. C'est une figure d'étape. On démarre gentiment, en famille, avec les gens qu'on connaît. Bien entendu, pour devenir sérieux, il va falloir un actionnariat plus dispersé et surtout des managers professionnels à la tête de l'entreprise. Inversement, lorsque la situation économique est plus proche de celle que nous vivons actuellement, c'est-à-dire la crise, alors on redécouvre l'intérêt d'un financement durable, d'une vision de long terme, d'un enracinement dans des valeurs traditionnelles. Et on regarde plus étrangement les financiers et les traders qui sont sur du très court terme. L'entreprise familiale devient alors une entreprise prudente, avec une vision de long terme, et on se rend compte qu'elles ont parfois une domination mondiale, malgré leur petite taille. Pour vous donner un exemple, le marché, la bourse, quel que soit le pays dans lequel on peut être, regarde la famille en fonction de la situation économique. En 2009, Akio Toyoda succède à son père. Ça faisait un certain nombre d'années qu'il travaillait dans l'entreprise. Tout le monde savait qu'il reprendrait un jour. Pourquoi en 2009? Eh bien parce que l'entreprise se trouve dans une situation un peu difficile et on se dit qu'on va prendre quelqu'un de la famille. Le marché est ravi. Les titres prennent 2,3%. Les spéculations des analystes sont plutôt très positives. Comment est-ce que c'est analysé? Eh bien tout simplement, les actionnaires familiaux redéfinissent leur stratégie et on se dit qu'il vaut mieux mettre un acteur pertinent, un acteur légitime à la tête d'une entreprise pour traverser cette période difficile. En France, l'analyse a été de dire qu'on faisait appel à un Toyoda parce que les membres de l'entreprise reportaient sur lui le prestige
de son père et de son grand-père. Cela donnait une trêve de quelques mois à l'entreprise. Akio Toyoda bénéficiait comme ça de la confiance et du respect de ses troupes. Or, quelle que soit la période économique, l'entreprise familiale est bien un pilier de l'économie mondiale. Dans le monde, notamment en Italie et aux USA, les entreprises familiales représentent plus de 95% des structures. 80% au niveau du Canada. Dans toute l'Europe, les chiffres oscillent entre 60 et 80%. En France en particulier, selon le dernier rapport de Mellerio Di Meller, qui fait partie des Enochiens, j'en reparlerai, elle contribue à plus de 50% des emplois et du produit national. De même, on aime beaucoup, et notamment au niveau des médias, mettre en exergue les success stories de ces entreprises familiales qui démarrent de rien et qui deviennent les leaders mondiaux. Par exemple, Deco, dans tout ce qui est publicité, panneaux publicitaires. La famille Muliez, qui est le groupe Auchan, avec Decathlon et un ensemble de structures autour. Chez vous, au Japon, la famille Yamoshi, que nous connaissons tous en tant que parents pour nos enfants avec les consoles DS, Nintendo, ou la famille Toyoda, dont je viens de parler. Ce lien avec la famille se voit plus ou moins. Par exemple, certaines entreprises portent le nom du fondateur. C'est ce qu'on appelle les éponymes. Les Rothschild, les Ford, les McCain, les Horiba. On sait très bien à qui ou quel type d'entreprise correspondent à ces noms illustres. Dans d'autres cas de figure, on a le nom de l'entreprise qui est fortement lié au nom de son fondateur. Par exemple, toujours dans le domaine automobile, Fiat, c'est la famille Agnelli, Toyota avec Toyota, la famille Hayek sur les produits Swatch et la famille Watson avec Walmart. De même, ces entreprises sont parfois tricentenaires, bicentenaires, jusqu'à plus de millénaires, et notamment dans votre pays, le Japon, puisque, comme il a été précisé, c'est là que les plus anciennes entreprises existent. Nous avons par exemple Kongogumi avec, excusez-moi pour l'accent, avec 40 générations, Ushi avec 46 générations, Gegekan Sake avec 13 générations. En France, la baronnie de Coussergues, qui est alors plus dans les vignobles, avec 15 générations, Mellerio Di Meller fait des bijoux. 14 générations, et Vieillard Mijon fait des appâts pour la pêche. Donc ce ne sont pas forcément toujours des produits très connus, néanmoins, ces entreprises arrivent à allier tradition et innovation. Quelle est la taille des entreprises familiales? Vous avez pu constater que je vous ai parlé de très grandes structures. Dans la réalité, en France, la taille des entreprises est plutôt très petite, à savoir que 90% de nos structures font moins de 19 salariés. Les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire ne représentent que moins d'1% de l'ensemble des structures. Donc vous voyez que les exemples que je vous ai donnés ne sont que des exemples d'illustres entreprises, mais ne sont pas tout le tissu économique des entreprises familiales. En effet, 91% des entreprises familiales font moins de 49 salariés. Je vous disais dans l'introduction qu'une entreprise ne devient familiale qu'à condition qu'il y ait une succession. Or, la première étape de toute entreprise, mes étudiants ont toujours tendance à oublier qu'une entreprise au départ c'est une création. Ils croient toujours que Renault est né très très grand, que Toyota est né très très grand. Or, une entreprise démarre toute petite dans son étape de fondation. C'est quoi cette phase de fondation? C'est ce qu'on appelle d'un point de vue académique une création ex nihilo, une création à partir de rien, un démarrage.
un individu enregistre la création de son entreprise. Généralement, il s'enregistre seul. Dans la réalité, il travaille très souvent, dans les entreprises artisanales que j'ai pu voir, c'est plus de 90% des gens qui sont enregistrés seuls, qui travaillent avec leur conjoint, non déclarés. On est bien en France. La majorité des conjoints d'entreprises artisanales travaillent sans être déclarés, sans toucher de salaire. Cette phase de fondation est la première étape de la potentielle entreprise familiale. La gestion est très centralisée évidemment autour du propriétaire dirigeant. L'entreprise est dite personnelle. Avantage, lorsqu'il y a un seul actionnaire principal, cela favorise la simplicité, la rapidité et l'unilatéralité de la prise de décision. En revanche, évidemment, cela conduit à avoir un système relativement autoritaire. Quel est le rôle de la famille dans cette première étape? La famille, c'est généralement le premier investisseur. L'argent de la création d'entreprise vient de l'épargne familiale. Parfois aussi, lorsque le conjoint travaille, ses revenus servent à maintenir un équilibre budgétaire pour le couple. Les enfants viennent donner un coup de main, la famille élargie, c'est ce qu'on appelle aussi la socialisation à ce moment-là. De même, d'un point de vue juridique, il est autorisé de ne pas déclarer et donc de ne pas rémunérer le travail de la main-d'œuvre familiale. C'est ce qu'on appelle l'étape de la famille en affaires, où la famille va finalement agir en coulisses pour favoriser la survie de l'entreprise, puisque cela permet de développer à la fois l'entreprise, mais aussi le patrimoine familial. On peut dire qu'on réunit les sphères économiques et affectives pour satisfaire l'ensemble des besoins de tous les membres de la famille. Rôle particulier du conjoint, ça va dépendre finalement du couple et de l'engagement de départ. Cela va de ce que je vous disais, ce qu'on appelle le coup de main invisible, ce que les Américains appellent the good wife. C'est le conjoint qui est non déclaré. Le problème qui peut se poser en France, c'est qu'on autorise le travail d'un conjoint non déclaré. En revanche, s'il y a un problème de gestion, il est déclaré gérant de fait et peut aller en prison, alors qu'il n'est pas déclaré au départ. Donc en fait, il est reconnu dans les mauvais moments et pas dans les bons. Ça peut aussi être un choix de couple de créer l'entreprise ensemble, ce qu'on appelle le copreneuriat, la codirection d'entreprise. Et généralement, quelle que soit la situation initiale, on a une répartition des tâches. Les hommes seront plutôt dans ce qu'on appelle la production, classiquement, et les femmes vont aller dans le travail plus administratif. Néanmoins, la taille de l'entreprise étant très petite, on a une très forte imbrication entre la famille et le travail. Ça se voit notamment au niveau géographique. L'entreprise est dans les locaux de la maison ou la maison dans les locaux de l'entreprise. Comment peut-on réussir à faire vivre à la fois un couple, une famille et une entreprise? Eh bien, il faut réussir à maintenir une harmonie dans la relation du couple. Il faut aussi, alors c'était assez amusant dans les études, dans les années 80, le mari avait un diplôme dans un métier et la femme avait un diplôme plutôt dans l'administration et le secrétariat. Donc on avait de fait une complémentarité dans les habiletés de chacun. Il faut aussi mettre en place un processus de prise de décision en commun. Enfin, il est important d'assurer un support mutuel et de partager le supplément de tâches entre le travail et la vie de famille.